Je pense qu'il fait beau aujourd'hui, un petit peu moins de monde que la semaine dernière. Moi aussi, j'aurais le goût d'être dehors, donc je vous comprends, je vous en veux pas. Je pense que le sujet qu'on va parler aujourd'hui va être vraiment intéressant, par exemple. On a notre invité spécial aujourd'hui qui s'appelle Alain Dumas. Vous avez peut-être lu à son propos, il a passé une entrevue cette semaine dans la presse, je l'ai partagé sur la page de l'événement. Et on l'appelle le père de l'épicerie en ligne, mais il y a des gens qui disent que c'est même le grand-père de l'épicerie en ligne. Je savais que Donc, quelqu'un dirait ça. bonjour Alain. Donc, désolé, je sais Salut, pas. ça C'est pas va? moi qui l'ai dit, hein. Moi, je fais Non, juste. je le sais, tu l'as juste rapporté. C'est Stéphane Goyette, je pense. C'est Stéphane Goyette, Ah, effectivement. le petit maudit. Ben oui. Ben, écoute, c'est parce que je pense que c'est peut-être parce que dans les années, dans les années web, c'est comme les années de chat, ça va plus vite. Puis je pense que tu avais parti ça en 96, la première édition. Ouais, effectivement, on avait lancé IGA.net en 1996. Fait que 24 ans en année de web, je te dirais qu'on est presque dans les centaines d'années, là. Donc, Effectivement. c'est peut-être pour ça là, qu'ils t'appellent de même. Fait qu'on est aujourd'hui, dans le fond, pourquoi on est réunis pour parler de ça? Puis premièrement, ben, on est là pour un 5 à 7, donc Oui. on a quelque chose à boire d'habitude. Donc moi, j'ai choisi une Boréal IPA du Nord-Est de notre client Boréal que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa bière. Et moi, j'ai pris un petit chablis. Un petit Chablis, bon. Ça, c'est local, ça? C'est québécois, j'imagine, ça? Oui, ben ça a été acheté au Québec. Ah, OK. OK, c'est bon. Donc, ben écoute, donc premièrement, merci d'être là, Alain, puis santé. Oui, santé. Santé. Merci pour l'invitation. Fait que merci d'être là. Oui. Hum, toujours aussi bonne. Oui. Fait que on est là pour parler d'épicerie, tout simplement parce que ben je pense que tu es au courant mieux que personne. Tout le monde aujourd'hui capote avec l'épicerie, la bouffe, parce que c'est quelque chose qui revient à tous les jours, puis parce qu'on est dans une situation spéciale. Donc évidemment, on pensait de parler de ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement populaire actuellement, là, avec même tout le monde parle de ça parce que il y a des problématiques là, qui ont émergé suite à ça. Puis moi, je serais curieux de t'entendre comme première question, Alain, parce que sais, on va se le dire, là, l'épicerie en ligne, ça a pris du temps avant de lever au Québec, là. Je veux dire, combien de temps, là? Tu sais, 96, il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas eu nécessairement de gros succès là, avec ça, dans le sens que ça n'a pas pris avec les Québécois pour une raison qu'on ignore. Il y a un an ou deux, on dirait qu'on a senti, on a vu un peu plus de camions d'épicerie se promener, faire des livraisons. Puis là, ben, soudainement, ben, on dirait qu'il y a quelque chose. Ben, là, évidemment, avec la situation, c'est l'explosion totale. Donc, comment tu vois ça, cette évolution-là, toi, Alain? Ben en fait, je suis pas nécessairement d'accord que ça levait pas en bon français l'épicerie en ligne. C'est juste que l'épicerie en ligne est quand même la catégorie qui est la moins en demande dans le commerce électronique. Puis c'est pas juste au Québec, là, c'est à travers le monde en entier. Ce qui a fait que là, 2 ans, ça a commencé à lever un peu. Je te dirais que c'est le même concept que de mettre des stations-service à tous les coins de rue. C'est Ouais. quand Loblaw, Provigo et Métro ont commencé aussi à offrir le service. Ça a créé comme une masse critique où là, il y a plus de gens qui ont vu que l'épicerie en ligne existait. Puis il est arrivé aussi tous je te dirais, les autres créneaux un peu parallèles, là, comme Good Food, Cook It, etc. Aussi, fait que il a commencé à avoir un hype au niveau du food que tu n'avais pas avant, justement. OK. OK. Mais je veux dire, tu sais, il y avait quand même, on s'entend que des pannes sur des sites d'épicerie, il n'y en avait pas avant, là. Je veux dire, tu sais, c'est comme. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voulu faire leur épicerie en ligne que maintenant. C'est ça que je veux dire, tu sais. Ah, c'est certain. Ben, écoute, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui veulent pas sortir de la maison. Fait que là, il y a eu une ruée vers les sites, là. Puis, écoute, on parle, là, sans avoir les chiffres en main, là, on parle de 700 à 1000% d'augmentation, là, au cours des 2 dernières semaines, là. C'est plus que 10 fois, là. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Puis non, j'ai juste deux paires de lunettes en passant, James. Il y en a un qui me demande si je vais changer de lunettes à chaque live. Non, je n'ai juste deux paires. Donc, Ah, c'est le dernier fait- live? comment? C'est le dernier live? Le dernier live, j'en avais une autre paire. Fait que là, ça a l'air qu'il OK. y a des gens qui ont remarqué ça. OK. Fait que dans le fond, ben justement, tu sais, as parlé de Good Food. C'est vrai que c'est une catégorie qui aussi est en croissance. Good Food, puis tous les services qui sont alternatifs à l'épicerie. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est parce que justement l'épicerie fournit pas ou parce que c'est un service qui est aussi, tu sais, qui est aimé par les gens, tout simplement?
Ben, tu sais, en fait, ça se trouve quand même être des services un peu différents. Là. Tu sais, quand tu achètes, par exemple, des recettes ou tu achètes du prêt-à-manger surgelé avec des créa lunch de ce monde, etc. C'est sûr que c'est un peu parallèle à l'épicerie, mais d'un autre côté, c'est aussi complémentaire. Puis là, ce qui arrive avec la pandémie actuelle, ben, c'est que les gens ont découvert l'épicerie en ligne pour, je dirais, pour une raison de pas sortir de chez eux. Et je pense que l'épicerie en ligne, le fait que ça ne fournit pas aussi, ben, les gens se sont tournés vers les services alternatifs aussi. Donc, tu sais, je regarde la boucherie Maillard aussi, puis etc. Tu sais, les ventes sont exponentielles partout. Ben, tu vois, je parlais à Judith Fetzer tantôt, la présidente de Cookit. Elle me disait qu'elle avait eu une augmentation de 30 la semaine dernière. Puis sur Mhm. ce nouveau chiffre-là, elle a eu 50 cette semaine. Donc, on parle quand même d'une économie sensible. Elle me disait même qu'elle avait habituellement une centaine de nouveaux clients par jour dans les derniers mois, ce qui est quand même déjà une croissance intense. Ouais, Et depuis que la pandémie a commencé, elle est plus autour de 500 nouveaux clients par jour. Donc, c'est quand même majeur, évidemment. Elle a engagé 135 personnes juste cette semaine. ouais. Donc, c'est assez. Non, puis tu sais, Les chiffres sont assez. Ça me fait penser 135 embauches en une semaine. Déjà, moi, ça vient me chercher. Là, juste ce chiffre-là, ça me fait. Juste à y penser, j'ai comme un peu de frissons qui me passent sur la colonne vertébrale. Mais ça me fait penser à la logistique. C'est quoi qu'ils vivent en ce moment, tu penses, les GA, les métros, côté dans le back-end, comment ça se passe? ben, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les logistiques qui ont été mis en place dans les magasins étaient pour un volume anticipé, là, tu sais, peut-être pour les quelques années à venir. Fait que, tu sais, pour IGA, normalement, la logistique, ça se fait à travers, écoute, 275 magasins à travers le Québec. Chaque magasin peut recevoir des commandes Internet. Et c'est assemblé par des pickers professionnels, entre parenthèses, qui eux autres assemblent les commandes, puis après ça, c'est livré par le magasin. Donc, c'est pas Donc, la caissière là, qui demande au commis de venir faire une commande en ligne. Là. C'est vraiment des gens qui sont, c'est leur job de faire ça. ouais, ils sont formés pour ça, puis ils ont des appareils aussi au niveau digital là, pour les aider à mieux assembler. Au niveau de Métro, ben, c'est un peu la même chose, sauf que Métro, eux, ont choisi de concentrer les commandes dans plusieurs magasins, puis de faire de la livraison où ils rayonnent plus là, que seulement je dirais régional. Donc, OK. ils livrent de plus loin. Fait qu'ils ont besoin de moins de magasins. Et Provigo, eux, ont choisi un peu le modèle AIGA, sauf que chez Provigo, ils ne livrent pas. Donc, ça se trouve à être cueillette en magasin. Ceci étant dit, tous ces systèmes-là ont été faits en fonction, je ne sais pas, d'une croissance de... Tu sais, moi, je te dirais, dans les 15 dernières années, la croissance, c'est à peu près de 30 à 40 Fait que probablement que tout le monde avait anticipé des croissances pour les prochaines années avec un modèle d'affaires qui fonctionnait. Chose certaine, le modèle d'affaires d'assemblage comme ça, quand tu passes à 1000%, donc peut-être des ventes qui étaient anticipées seulement dans 10 ans, sont plus Ouais. capables. Le système ne peut pas supporter cette demande-là. Ce qui fait que normalement, les épiceries auraient dû faire des changements drastiques au niveau de leur méthodologie, soit au niveau de la livraison, soit au niveau des produits qui sont dedans, etc. Sauf que, faut le dire, Ben, puis je veux est-ce pas qu'ils sont viser ces prêts pour ça? gens-là. Tu sais? Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Y étais-tu prêt pour ce genre de choses-là? Je On peut pense que peut-être montrer, on avait un graphique de la recherche, le nombre de recherches qu'il y a pour le mot ouais. épicerie là, pendant que tu réponds à cette question-là, Alain. Ben, tu sais, c'est sûr que les, en fait, si je fais un parallèle avec la pandémie du service de santé, le service de santé, en ce moment, pourquoi on essaye d'empêcher que la pandémie progresse trop vite? C'est parce qu'on n'a pas les équipements médicaux pour porter, je vous dirais, des soins à tout le monde si tout le monde était malade en même temps. Fait que notre système de santé est fait pour supporter, je dis n'importe quoi, mais 10% d'une population malade. Fait que l'épicerie avait été fait aussi en fonction, tu sais, en ce moment, c'est quand même, je pense au Canada, c'est 1,5% des ventes d'épicerie se font en ligne. Donc, peut-être que ça a été fait pour aller jusqu'à 3%, mais si vraiment il y a un 1000% d'augmentation, on parle de 8 à 10% des ventes. Le Ouais, ouais. système n'était pas fait pour supporter ça. Fait que c'est certains qui ont été prêts dépourvus. Penses-tu justement qu'il y a quelqu'un qui pose une question là? Est-ce que tu penses que les gens, en étant un peu découragés par les line-up, parce que ça a l'air assez pénible, là, Oui. on me parle il y a des gens qui me disent que ça peut leur prendre jusqu'à 6 heures là, faire leur épicerie. J'en ai un autre ce matin qui me racontait tantôt qu'il l'a fait à 6h30 ce matin, puis lui, ça allait bien. Une autre personne qui a dit que c'était complètement terrible durant la journée. Penses-tu que ces gens-là vont retourner après la pandémie quand ça va être plus calme?
où ils vont dire que ça marche pas l'épicerie en ligne, c'est pas super le fun comme finalement comme format. Ben, je pense qu'au fur et à mesure que en fait, je sais que tout le monde travaille à essayer d'améliorer l'expérience en ce moment. Ceci étant dit, quand on voit même les opérations en magasin, je ne dirais pas que c'est nécessairement une priorité pour les épiciers tu sais, en ce moment, ce qu'ils veulent surtout, c'est protéger leurs employés, là, parce que faut le dire, là, les employés d'épicerie en ce moment sont confrontés avec du public à journée longue en magasin. Fait que c'est pas mal plus important pour eux, c'est plate à dire, que le service en ligne. Judith me disait que elle a eu une augmentation de personnel, mais elle a aussi une augmentation historique de son taux d'absentéisme. Parce qu'il y en a qui ont peur, parce qu'il y en a qui ont juste pas de gardienne aussi. Ils n'ont pas accès à. Ils ont beau avoir été déterminés comme un service essentiel, ils n'ont pas accès aux gardiennes, par exemple, aux gardiens que les gens du service de la santé ont, là, par exemple. Ouais. Ben, tu sais, parlant de ça, tu sais, moi, je me souviens en 2003, ça fait quand même assez longtemps, il y avait eu le SRAS, pour ceux qui se souviennent, là, c'était une pandémie peut-être qui aurait pu se produire au Canada. Et moi, je travaillais chez Sobeys à l'époque. Et Sobeys, Provigo et Métro, on avait fait une simulation de cas de pandémie avec le MAPAC pour essayer de voir, parce que le MAPAC est responsable au niveau de la sécurité publique pour l'approvisionnement alimentaire. Donc, pour s'assurer, parce que on a beau dire bien des choses comme il faudrait pas manquer d'Internet, mais pas manquer de nourriture, ça rend pas mal plus agressif que de manquer d'Internet, mettons. Donc, on a fait une simulation, puis je te dis que je me rappelle beaucoup de ce qu'on a fait dans la simulation, puis ce que je vois en ce moment, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait vu dans la simulation. Tu as vu, par exemple, les épiceries réduire le nombre d'heures en magasin. Ça, c'est pour réduire le nombre d'heures que le personnel a à faire, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir du personnel qui va être infecté. Donc, tu vas perdre à la fois, c'est le personnel, les clients, il faut qu'ils pensent à tout ce monde-là en même temps. C'est ça. Puis, sérieusement, pour avoir quand même beaucoup de contacts avec des marchands encore, puis des employés, moi, je dirais aux gens d'être patients dans les supermarchés. Avec cette industrie-là en général. Là. Ouais, parce que sérieusement, c'est des gens qui se donnent énormément en ce moment. C'est des gens qui travaillent très fort pour assurer justement ce service essentiel-là qui est la nourriture. Et malheureusement, écoute, il semblerait qu'il y a des histoires des caissières qui se font engueuler en magasin parce que les gens trouvent que c'est trop long, puis etc. Ouais, tout le monde est nerveux, hein, mais fait que tu as raison. Puis, Judith m'a dit justement que les épiciers puis les entreprises qui sont dans le domaine de l'alimentaire ont augmenté le taux, le salaire moyen de 2 de l'heure dans les dernières semaines pour essayer justement de donner un petit incentive là, à ce que ça bouge un petit peu plus. Il y a des gens qui posent la question sur la livraison. Là. Je trouve ça intéressant. Là, des projets. Y a-t-il des projets de drive-in ou de bike-in ou d'autres formats de livraison? Parce que finalement, est-ce que ça, est-ce que c'est pas un autre bottleneck, c'est un autre goulot d'étranglement, la livraison? Il y a le picking, mais il y a tout l'aspect de livraison. Ben en fait, tu sais, puis c'est ce que, tu sais, hier, quand j'ai posté sur LinkedIn ce que j'ai appelé mon commentaire de gérant d'estrade, c'était un peu ça, c'est que il y a des choses à faire pour, tu sais, comme par exemple au niveau de la livraison, les sites Internet alimentaires, en ce moment, ils sont cédulés pour te permettre de choisir une plage d'horaire. Par exemple, tu veux être livré lundi entre 8h et 10h. Ça complexifie beaucoup la livraison parce que ce que ça fait, c'est que tu es obligé de faire des horaires basés sur ce que le client a choisi. Tandis que dans une période comme pendant la crise qu'on vit actuellement, le consommateur est pris à la maison. De toute façon, la plupart sont confinés à la maison. Fait que moi, je dis, tu sais, mettez ça à une livraison par jour. C'est-à-dire, tu veux être livré. Là, dans le fond, là. Ben, c'est ça. Puis de laisser à ce moment-là. Pour une fois, le maudit installateur de Vidéotron, on peut l'attendre 4-5 heures, puis c'est pas grave. Là. Exact. Fait qu'on pourrait faire la même chose, puis se dire, ben regarde, d'une façon ou d'une autre, je ferai à la maison, autant qu'il me livre dans la journée, je vais être content. Puis là, ça permettrait aux épiciers, par exemple, de faire, par exemple, des horaires vraiment par secteur. L'autre chose, c'est que, tu sais, il y a des magasins qui m'ont dit qu'il y avait du bénévolat qui se faisait. Il y a des gens qui s'offraient pour aller livrer, faire des livraisons pour les personnes âgées aussi. Je pense que, tu sais, un facteur qui est qu'on va se rendre compte beaucoup suite à la pandémie, c'est beaucoup, je dirais, la collaboration, puis l'entraide qui se passe en ce moment. Tu sais, on parle beaucoup des points négatifs, là, mais il y a quand même beaucoup de gens qui essaient d'aider. L'agilité aussi, moi, je ne reviens pas. Judith me le mentionnait aussi, elle dit qu'elle n'en revient pas aux côtés des fournisseurs. Moi, je vais dans mon épicerie, il y a toutes sortes de fournisseurs qui n'avaient pas avant, que là, tu sens qu'ils ont déjà remplacé.
c'est tout un retournement de situation, puis les gens semblent s'adapter quand même assez rapidement. Là. Oui, effectivement. Puis je te dirais qu'une chose qui arrive pas en ce moment, puis qui est quand même très bien, c'est, moi je l'avais vécu quand on a fait la simulation avec le MAPAC, c'est la fermeture des frontières américaines. Si demain les frontières américaines se fermaient, c'est certain que tu peux regarder ton supermarché puis tu aurais probablement, je ne sais pas moi, 20% des produits qui disparaîtraient. Là. Ouais, il y aurait. Ça occasionnerait des problèmes Ben, juste les supplémentaires. légumes, ils passent tous pas. Légumes, fruits, ça passe tout par les États-Unis pas mal. Là. Ben, il y en a beaucoup parce que là, c'est pas tellement le temps des récoltes, ici, on dirait. Là. Ouais, non, effectivement. Puis, parlant de logistique, tu me parlais quelque chose, tu me racontais là, que tu avais visité, tu me disais un peu ce qui s'en venait côté logistique qui pourrait peut-être faire que dans une situation comme ça, on pourrait scaler plus rapidement. Là. Ouais, ben en fait, c'est parce que l'épicerie est un domaine qui est assez particulier au niveau justement de toute la logistique. Fait que ce qu'on voit en ce moment sur la vidéo, c'est une compagnie qui s'appelle Ocado. Sobeys va ouvrir ou Bouge pas devrait notre vidéo, par ouvrir. exemple. Hein. Hein? Nos robots sont statiques pour l'instant. Ah, moi je les vois bouger. Ah, t'es vois bouger? Bon, ok, tant mieux. OK. Tant mieux. Les Sobeys en Ontario, par exemple, devraient ouvrir son centre robotisé comme ça pour faire des commandes en ligne. Écoute, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, là. Comme vous le voyez, là, c'est que les produits sont à l'intérieur comme dans des blocs et les robots vont chercher les items un à un et après ça, ils assemblent des commandes. Ça se fait de façon automatisée avec l'intelligence artificielle dans la mesure que les produits sont placés au bon endroit et tout. Ouais. Ça je te dirais, Incroyable. c'est un game changer pour, je dirais, pour des centres urbains. C'est-à-dire que tu peux voir ça, par exemple, dans un Toronto, bien entendu, un grand Toronto, Vancouver, Montréal, mais tu sais, t'es quasiment à la limite de ce type d'assemblage-là. Tu sais, ce que j'aime aussi, c'est, tu regardes Provigo. Provigo, eux autres, ils regardent pour, dans les entrepôts des magasins, de créer des mini-entrepôts automatisés pour les produits non périssables. Okay. C'est une industrie qui essaie de s'ajuster à la demande en ce moment. Mais ça, les robots que tu nous as montrés là, ça, c'est quand que ça arrive, ça, grosso modo? C'est-tu quelque chose qui est à nos portes ou c'est quelque chose que... En fait, ça devrait ouvrir à Toronto en avril. ouais? Probablement que eux autres auraient souhaité avoir ça en février, là, avec ce qui se passe. Certainement. Mais remarque, avril, c'est quand même pas si loin, mais je suppose qu'ils doivent travailler fort pour avril. Et il y a une annonce qui a été faite pour avoir un entrepôt de ce genre-là aussi pour Sobeys, pour IGA, dans 2 ans. Wow. Je pense que ça Mais pointe c'est le clair. fun aussi parce que c'est touchless, là. Je veux dire, il n'y a pas de contact avec des humains en plus. Non, effectivement. Mais je Mais pense que pour une fois, on chialera pas, là. On va dire c'est une bonne affaire. oui, surtout en cas de pandémie, t'es content, les robots s'infectent pas, eux autres. Ouais, c'est ça. Mais ceci étant dit, tu sais, on parle, tu sais, il y a des gens qui disent l'épicerie avance pas, le service est pas assez rapide ou il manque des produits, etc. Ben, sache que Ocado, la compagnie que j'ai visitée qui offre cette technologie-là, est une compagnie qui offre de l'épicerie en ligne aussi. En Angleterre, j'ai visité leur centre et j'ai vu la semaine dernière qu'ils ont été obligés d'annoncer qu'ils refusaient les nouveaux clients parce qu'ils ne réussissaient pas à fournir à la demande. Parce que, oublie pas, ici, on parle peut-être d'1,5 du marché qui est tombé à 8, peut-être. Ouais. Là-bas, c'était déjà 8 à 10% du marché. Fait que si ça double ou triple, écoute, c'est des volumes incroyables à respecter pour eux autres. Là. Fait que, Puis côté, j'avais un collègue qui me parlait aujourd'hui parce que, tu sais, il y a tout le côté livraison aussi. Il me disait qu'en Chine, il y avait toute une logique de livraison qui est un petit peu plus, qui est beaucoup plus décentralisée. Tu sais, ici, je pense qu'ils font leur livraison eux-mêmes. ouais. Mon collègue, il n'y avait pas de chiffre officiel à me fournir, mais il me disait que c'était environ 10% seulement qui passait par les grands transporteurs. Puis c'était vraiment plus un petit côté comme un Uber Eats, là, ou très Ouais. décentralisé. Est-ce que tu as entendu parler de choses comme ça ou c'est vraiment comme. Parce que là, on voit les camions de métro passer, on voit les camions Ouais. d'IGA, mais est-ce que tu sais s'il y a des plans à ce niveau-là? Ben, en fait, il existe déjà des transporteurs ici qu'on pourrait utiliser, puis je sais qu'il y a des magasins qui utilisent des transporteurs privés. Je te dirais que au Québec, on est quand même assez frileux sur le respect de la chaîne de froid aussi. Si tu regardes les camions de métro, c'est des 3 zones. Les camions, il y a beaucoup de camions de GA, c'est des camions réfrigérés. Ouais. Parce qu'on veut. Et ça, pour avoir rencontré des Japonais qui offrent le service, au Japon, tu es obligé de prouver que ta
commande reste à 4 degrés tout au long du shipping, donc camion aussi. Donc, ça peut être un peu compliqué. Mais quand tu parles de décentraliser, le concept Ocado que je te montrais tantôt, ça touche aussi la livraison. C'est que le concept Ocado fait que ils reçoivent toutes les commandes. Les commandes sont, étant donné que les robots, ça dort pas la plupart du temps. Ce qu'Ocado fait, c'est qu'il assemble les commandes durant toute la nuit. Et aux petites heures du matin, c'est le 4 heures du matin, il y a des gros camions qui partent de l'extérieur de Londres et qui vont livrer dans des hubs à travers Londres un peu partout pendant qu'il n'y a pas de trafic. Et là, ce sont tous des petits camions qui sont assemblés avec les commandes basées vraiment sur le rayon où ils veulent livrer. Tout est optimisé. C'est vraiment, écoute, c'est vraiment de la technologie de haute pointe, là. Puis tu parlais de, tu parlais de leur côté, du fait qu'ils étaient prêts, mettons, il y avait 1,5%, ils étaient peut-être prêts à monter à 2-3%, Oui. Mais là, ils ont monté à 7-8-10%. Fait que comment y en ont-tu du stock? Mettons que la frontière américaine demain était bloquée, y en ont-tu du stock à l'accumuler? Ils sont prêts à répondre à la demande pendant combien de temps s'ils n'ont plus d'approvisionnement, les grands épiceries? Ben écoute, je te dirais que on a normalement les grands épiciers ont énormément de stock. Moi, de la façon que je vois ça, j'ai de la misère à croire que la frontière pourrait être bloquée parce que faut pas oublier que ce qui vient des États-Unis aussi, il y a du stock qui vient du Canada qui s'en va aux États-Unis. Ouais. Et eux autres aussi sont pas vraiment intéressés à ce que le stock ne passe pas. Donc, je serais très, très surpris que ça bloque. Si ça bloquait, en fait, c'est pas compliqué, c'est pas qu'on manquerait de produits, c'est qu'on manquerait de variables de produits. C'est-à-dire, on reviendrait peut-être à des légumes un petit peu plus de type navet, patates. Ouais, c'est ça. Légumes d'hiver. Ouais, on aurait moins de bananes et d'oranges, disons, là, tout simplement. Mais ils en ont quand même, ils ont un peu de stock, j'imagine, pour une couple de semaines d'avance. Ouais, mais tu sais, si je me fie à la ruée vers le rouleau de papier de toilette, j'imagine que demain, il annoncerait que les frontières sont fermées entre les États-Unis et le Canada. Ouais. Probablement qu'il y a des sections qui se videraient complètement en épicerie parce que les clients ils diraient, écoute, faut que j'aille en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Là. Ouais. OK, je comprends. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses parce que finalement, si on dit qu'on était à 1,5% puis que là, on a monté, on était prêt à aller à 2-3 puis que finalement, on est à 10, on va être combien, tu penses, après ça, quand ça va être fini, cette histoire-là? Y a-tu des gens y a-tu des clients d'épicerie en ligne qui vont rester? Est-ce que c'est finalement le moment où ça va lever pour de vrai, cette industrie-là? Parce que 1,5%, on s'entend que ça reste assez... tu sais, je vois une couple de geeks, là, comme Nicolas Duval, qui dit qu'il fait son épicerie en ligne depuis longtemps. Mais ça, c'est du beau spécimen de geek, là. Mais je veux dire, des humains normaux, là, mettons, là, qui vont faire leur épicerie en ligne, il y en a combien après cette affaire-là, là, qui vont rester là? En fait, il faut que tu saches, c'est qu'un des freins principaux de l'épicerie en ligne, c'est l'apprentissage de comment la faire. C'est ta première commande et la commande qui demande, je te dirais, beaucoup d'engagement du consommateur. Parce que comparativement à une transaction où normalement, tu sais, je sais pas, tu vas aller t'acheter un ordinateur, tu t'en vas dans un site comme Best Buy, puis là, tu te dis, ben moi, je veux un laptop, puis je veux avoir tant de disques durs, genre. Puis c'est pas long, tu te retrouves avec 3 produits, tu en achètes un, puis c'est fini. Ouais. Une épicerie, c'est une multitransaction dans des diverses catégories. Et c'est de 40 à 45 produits pour une épicerie. C'est quand même, c'est laborieux. Et l'avantage, c'est que plus tu fais d'épicerie, plus tu te crées un panier déjà. Puis là, tu peux travailler à partir de ton panier déjà acheté. Et étant donné que l'humain est très, très quelqu'un d'habitude, 75% de ton épicerie, ce sont des produits que tu as déjà achetés. Fait que les gens qui vont faire aujourd'hui leur épicerie en ligne pendant la pandémie vont se retrouver probablement avec une base de données personnelle qui va leur permettre de faire leur épicerie. Un temps record serait exagéré, mais facilement en 15 minutes et moins. Puis ça, ça devrait gagner des adeptes. Ceci étant dit, je donnerais un bémol, c'est que l'épicerie en ligne est un service saisonnier au Québec. Il y a un ressac assez important l'été. Parce que le consommateur en été, puis on est tous prêts, il va aller au marché. Puis il décide que ce soir il fait beau, il veut se faire un barbecue, fait que plus spontané. Exact. Fait que tu fais moins de grosses commandes. Puis l'épicerie en ligne est reconnue comme un service
commande hebdomadaire ou de commande bi-hebdomadaire. Fait que c'est sûr que l'été, fait que là, selon si Mais en tu même vas temps, arriver si avec on la avait un pandémie. service hyper décentralisé puis qu'on était capable d'avoir une petite épicerie dans l'heure qui suit, peut-être que ces habitudes-là pourraient justement changer. Effectivement. Ben, en fait, c'est un service ça, que Amazon teste en ce moment. Euh, le service Amazon Prime Food, Ouais. où ils garantissent. Ils annoncent qu'ils peuvent te livrer une pinte de lait en 1 heure chez toi, sans frais de livraison à cause du Prime. Sauf que toutes les recherches et les analyses que j'ai vues disent c'est au niveau rentabilité, c'est à peu près impossible à. Ben, ils commencent, je pense, à tester comme ça, mais ils sont quand même capables de faire du 4 heures, je pense, à Toronto et à Vancouver, Ouais. même sur les produits normaux, là. Ben, tu Fait que sais, ce qui est quand même commence à être acceptable parce que tu peux commander quelque chose dans l'après-midi pour ton souper, là. ben, je te dirais que Metro et IGA, qui ont à peu près le même modèle d'affaires, ben, si tu vas le chercher en magasin, normalement, ta commande va être assemblée dans 4 heures. OK. Et si tu demandes une livraison, dans la mesure qu'il y a des plages horaires de disponibles, ils peuvent te livrer 6 heures plus tard. OK. En ce moment, on parle pas de la même chose parce que en ce moment, c'est 1 semaine plus tard. OK. Parce que les plages horaires sont déjà remplies. Il y a des gens qui demandent, je trouve que c'est une bonne question, là, on demande s'il y a des différences de comportement entre les grandes villes versus les régions plus rurales. Est-ce que tu as vu des Oui, différences? en fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a 2 facteurs qui influent le volume, qui influencent le volume d'épicerie en ligne. Ça se trouve être la densité de la population puis les problèmes de stationnement. OK. Écoute, quand Il tu regardes, influe, j'imagine, à la baisse. pardon, Donc, les gens vont plus aller en ligne s'ils sont en s'il y a des problèmes rural. de stationnement et s'il y a une densité de Ah, population. OK. Donc, OK, Donc, tu là, te retrouves dans les centres urbains. Et c'est pour ça que la championne du monde, ça se trouve être Londres. ouais, Parce qu'il faut être allé à Londres pour tout est fait pour pas que l'auto circule. Là. Ils ouais, te chargent pour rentrer avec ta voiture, etc. ouais. Donc, c'est l'endroit où et Paris est très fort aussi. Mais le UK, en général, est très, très fort en e-com, là. Je veux dire, je pense que c'est l'endroit Ouais. sur la Terre où le pourcentage de e-commerce, peut-être après la Chine. Ouais, ben en fait, en Angleterre, je me rappelle, j'avais vu un article à un moment donné dans The Guardian, puis c'était Let's face it, we don't like to shop. OK, Ils n'aiment pas aller en magasin, tu sais. intéressant. Euh, je me demandais aussi, as-tu d'autres phénomènes, tu sais, je sais que cette temps-ci, on entend parler dans le monde du food plus généralement que juste l'épicerie. Tu sais, le phénomène des ghost kitchen aussi, là, tu sais, là, les cuisines qui s'en vont dans des genres de roulottes, dans des endroits un peu remote ou des derrière de stationnement qui sont là pour être la cuisine d'un grand restaurant, mais pour pas interrompre la cuisine d'un restaurant classique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Qui vont être là pour servir des Uber Eats et compagnie. Ouais. Ben, tu sais, c'est certain. Ou d'autres phénomènes comme ça. Y en a-tu d'autres que tu vois là, En, en fait, je te dirais que nous, on est habitué de regarder le monde de l'alimentation principalement dans les yeux des épiceries parce que c'est comme le modèle qu'on connaît. Mais la technologie a permis justement, moi je suis allé par exemple à Portland en Oregon, qui Ouais. est comme la mecque du food truck, où tu as des applications pour retrouver où est-ce que les food trucks sont dans la ville. Il y a des Uber Eats qui livrent directement des parcs de food trucks. Tu sais, il y a comme une espèce d'économie souterraine et parallèle qui se fait, qui utilise la technologie. Puis ça, moi, je te dirais que c'est une faiblesse que je trouve du modèle des épiceries traditionnelles ici. Quand tu regardes ce qu'ils font au niveau numérique, puis je veux dire, j'étais là, puis j'en suis conscient, je fais partie du problème, mais c'est que ça a toujours été regardé pour dire, ce qu'on fait en magasin, on va l'offrir en ligne. Ouais. Il n'y a aucune créativité, là. C'est juste de recréer ton modèle. Puis là, on le voit en ce moment, il y aurait probablement eu des opportunités de faire des listes préfabriquées de produits qui auraient pu shipper très facilement et assembler très facilement. Il y aurait eu beaucoup de choses à faire, mais l'industrie, comme on disait, 1,5% des ventes, Ouais. ça te force pas normalement à te réinventer. C'est ça que j'allais te demander. Toi, quand tu étais là, t'avais-tu de la misère à avoir des budgets pour ça, justement? Ben là, je te dirais pas, je te parlerai pas des boutons que j'avais dans le dos, mais je te dirais que c'est certain que, tu sais, quand tu parles, l'alimentation, c'est un domaine de haut volume. Là. Tu parles de Ouais. milliards et de milliards de dollars.
C'est une business de faible marge. On parle de 1 à 2% de marge bénéficiaire nette. Aïe, aïe, aïe. Okay, ouais. Fait que tu peux comprendre que entre te battre pour amener un client dans ton magasin ou te battre pour assembler et livrer une commande, déjà que ta marge de profit n'est pas nécessairement là. L'opération financière est un peu compliquée de rentabiliser l'épicerie en ligne. Donc, tu n'as pas tendance, si tu as de l'argent à investir, tu n'as pas nécessairement tendance à l'investir là-dedans. Puis l'autre chose, ben, il faut quand même le donner, c'est que IGA a été longtemps le seul qui offrait ce service-là. C'est un peu le concept du monopole. Tu n'as pas tendance nécessairement à développer un monopole. Ouais. Puis, je me demandais, il y a des gens qui posent des questions aussi. Est-ce que je regardais les questions en même temps? Ouais. Quelqu'un me demande ici pourquoi les loufas de ce monde semblent avoir un capital de sympathie plus fort comparativement aux épiceries traditionnelles actuellement. Tu sais, on voit des modèles alternatifs émerger qui, des fois, semblent être plus appréciés pratiquement là, que les grandes épiceries qu'on connaît. Ouais, ben en fait, c'est certain que quand ta mission, c'est de vendre local, c'est une fibre importante pour le consommateur. Okay. Et, tu sais, sérieusement, si une épicerie était capable aujourd'hui de dire « je suis une épicerie 100% locale », il le ferait. C'est juste que c'est impossible parce qu'on le sait. Tu sais, Loufa ne vend pas de tous les produits. Tu sais, il y a des produits qui ne sont pas de provenance locale. Tu sais. Fait que l'épicerie se veut un généraliste, fait qu'ils se retrouvent avec des produits. Même s'ils font énormément d'efforts pour vendre des produits locaux, ben ils se retrouvent pas avec la petite sympathie du produit local. Qui est particulièrement la fibre est encore plus forte en ce moment. Là, le premier ministre nous demande à tous les jours de consommer local. Oui. Donc, d'ailleurs, il y a un collègue ici, Nicolas Duval, qui m'a partagé un truc. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. Là. C'est la preuve, selon moi, que l'expérience client a un impact important. Actuellement, on a vu que Métro arrivait à un petit peu mieux répondre à la demande. Est-ce qu'on peut l'afficher ou est-ce qu'on peut pas l'afficher? Je pense qu'on peut peut-être pas l'afficher, mais c'est juste pour montrer les tendances de recherche de IGA et de Métro sont collées. Ouais. Mais là, dans les derniers jours, on a vu qu'IGA a eu plus de difficultés à répondre à la demande. Et là, on a vu que Métro se détache et devient beaucoup plus cherché finalement. On voit pas mes mains, fait que je vais les remettre là. On voit que Métro augmente et la recherche pour Métro augmente. Tu sais, fait que c'est comme une expérience de marque, une expérience client qui semble. Est-ce que Métro pourrait mieux s'en sortir à la fin de tout ça parce qu'il a su justement mieux s'adapter à la demande? Ben en fait, écoute, je ne suis pas dans les bureaux d'aucun de ces grands-là de l'alimentation, mais je te garantis que en ce moment, il y a des gens qui travaillent ventre à terre pour essayer d'améliorer le service. C'est certain parce que ces gens-là vivent d'un bon service à la clientèle et ça les désole sûrement d'offrir ce service-là. Et comme je te disais tantôt, au niveau du commerce en ligne, la difficulté que tu as dans l'alimentation, c'est de faire ta première commande. Fait que celui qui réussit à aller chercher le client pour faire sa première commande, je te dirais qu'il y a 80% des chances de le fidéliser à sa commande en ligne. À cause des habitudes que tu parlais tantôt. Puis, c'est ça. Parce que en plus, quand tu rentres l'intelligence artificielle, ce que ça te permet, c'est de dire... Okay, voilà notre graphique. Tu vois, fait que le bleu et le rouge, c'est... mettons, on va juste se concentrer sur le bleu et le rouge. Ouais. Le bleu et le rouge, c'est IGA. Fait qu'on voit que dans les derniers jours, il était égal. Mais là, dans les derniers jours, on a vu que Métro s'est vraiment distancé. C'était ça que je voulais montrer. Moi, ça peut être relié à ça, sans aucun doute. Ben, je pense que oui, parce que il y a assez de gens qui ont essayé les deux expériences. Mais ça prouve que l'expérience client est importante, j'aime ça. Oui, non, c'est certain. Puis tu sais, c'est le choix du GA d'avoir mis une espèce de zone tampon où le consommateur attend avant de se brancher là, 1 heure. Là, c'est certain que on a beau être confiné, on n'est pas habitué d'attendre si longtemps là, pour se brancher. On s'entend, je pense que c'est pas par choix, là, c'est plus par nécessité que ça a été fait. Puis tu sais, tantôt, ce que je disais par rapport aux commandes que les gens vont faire en ligne, on n'en parle pas en ce moment, là, mais imagine-toi que toi, JF, tu fais ta commande en ligne, 4-5 semaines en ligne, tu viens de te créer un compte chez un distributeur alimentaire où tu viens de dire dans tes 4-5 dernières semaines, c'est quoi ton panier
que normalement tu achètes. Ouais. À partir de là, au niveau du marketing en plus, Ben je oui. peux vraiment te targeter de la bonne Le façon. data, le emailing, Exactement. l'automation qui embarque, l'intelligence artificielle, ben oui, c'est clair. Puis ça vaut beaucoup. Puis on le sait que c'est une information qui vaut énormément aussi en B2B, là. Oui, effectivement. C'est même que les profits des épiceries sont pratiquement plus là que dans les marges que tu nous décrivais Oui, tantôt. oui. Puis, tu sais, en Fait que, passant, tu parles de B2B, en fait que passant, ouais, l'épicerie vas-y. en ligne était utilisée beaucoup aussi par les entreprises. Ben, j'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, il y a Costco Business Services, je pense, qui a lancé ses services qui sont pratiquement pour envoyer justement de la bière, du C'est café, ça. absolument. Mhm. Mais parlant de B2B, j'ai un collègue qui me parlait tantôt, puis je pense qu'il a posé sa question justement ici, là. Simon Etier qui me disait, il dit que, tu sais, si jamais il y a des manques, tout ça, il y a tous les joueurs en B2B, là, les Collabor, les GFS, les Cisco qui pourraient éventuellement, tous ceux qui se font dans le food service, dans le B2B, qui pourraient être amenés à venir tu sais, aider si jamais, parce qu'eux, ils ont des baisses en restaurant. Donc, comment ils peuvent Oui. jouer un rôle, eux autres, dans l'écosystème, d'après toi? Ben, en fait, probablement que tu sais, ça me fait penser si on savait que la bourse avait monté ou descendu, on aurait probablement agi différemment. Je suis pas mal certain que si on avait pu s'attendre à la pandémie puis se préparer à la pandémie, probablement que Collabor aujourd'hui vendrait directement en ligne. Tu sais. OK. Mais tu sais, c'est juste. Fait que ça va tout être des choses qui, tu sais, l'industrie va probablement changer beaucoup après parce que l'industrie va essayer de s'adapter à ce qu'il aurait dû avoir avant. OK. Puis moi, ce que je crains, c'est que, en fait, il devrait prendre un step back, à mon avis, pas se demander qu'est-ce que je vais faire à la prochaine pandémie, mais se demander qu'est-ce que j'ai pas fait qui me permettrait de développer ma business comparativement à ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire transférer des ventes juste dans le e-commerce. Ouais. Et je me suis trompé, hein. Je me fais ramener à l'ordre, là. C'était Je me IGA suis qui est en trompé haut. parce que c'était IGA. C'était IGA. Fait que je me fais ramener à l'ordre, puis avec raison. Écoute, tiens, méchant Jean-François. Fait que c'était vraiment pas à cause de ça. Ben non, c'est ça. Fait que c'est à cause de quoi d'abord? Je pose la question ouvertement, là, parce que je trouvais que c'était un bon. Ben écoute, je veux pas avoir de l'air je veux pas avoir de l'air prêché pour une entreprise sur laquelle j'ai travaillé longtemps, mais Et pour laquelle je travaille aussi. On ouais, travaille, c'est c'est nos ça. clients. Écoute, IGA a un capital de sympathie à cause des marchands, à cause de leur implication beaucoup dans la communauté. Tu sais, moi, je le vois passer parce que j'ai des marchands que je suis, par exemple, au niveau du LinkedIn ou Facebook. Écoute, ils sont très, très actifs dans la communauté. IGA était le premier à monter les salaires de ses employés pour les remercier. Ils ont fait une campagne des employés, les super-héros, et etc. Fait Oui, c'est vrai. Puis c'est drôle parce qu'on avait Jonathan Bergeron qui posait la question. Il dit, est-ce que la lenteur de moderniser le service, c'est-tu parce que nos épiceries sont parfois des marchands versus le siège social? Mais tout ce que tu dis là, c'est que dans le fond, IGA, pour eux, c'est comme une force d'être des marchands indépendants. Ah oui, oui, effectivement, parce que, tu sais, comme en ce moment, tu sais, quand je parlais, par exemple, des bénévoles qui vont livrer des commandes à des personnes âgées, des choses comme ça, ben, tu sais, c'est souvent le marchand indépendant qui fait ça. Tu sais, un directeur Dans de le fond, magasin. c'est lui qui a attiré dans sa communauté immédiate. Exactement. Puis, je veux dire, c'est pas rare. Là, on le voit moins à Montréal parce qu'on est très Montréal-centriste. Là, mais Oui. quand tu vas en région, les gens, souvent, ils parlent pas du IGA, ils parlent du propriétaire du supermarché. Puis OK. ce propriétaire-là, ben, J'en il est par dans ton prénom, là. ben, c'est ça, puis tu sais, il est dans toutes les activités et tout. Fait qu'en ce moment, pour lui, là, il est vraiment quelqu'un de sa communauté, puis il essaye autant que possible que ça aille bien dans sa communauté. Fait qu'ils sont très, très présents. Ça fait une force très importante. Là. OK. Puis Il y a des gens sérieux, qui posent la oui. question, qui disent, coudon, est-ce qu'on essaye de trop faire l'expérience qui ressemble un petit peu à une expérience de e-com, justement, dans l'épicerie, puis qu'il n'y aurait pas lieu de repenser complètement comment on fait une épicerie en ligne? Toi, tu Euh, l'as essayé des interfaces, là, qu'est-ce que tu en penses? ben en fait, on a essayé beaucoup de choses qui semblaient intelligentes, là, style au lieu de magasiner des items, magasiner des recettes.
OK. On s'était dit, garde, puis on avait fait des focus Donc, tu group. add to cart tous les ingrédients d'un coup. Là. Exact. Puis les clients nous disaient en focus group, hey, c'est extraordinaire, j'aimerais ça. On l'a implémenté, puis personne ne se servait de ça parce que finalement, c'est pas de même que les gens magasinent. Les gens magasinent encore de la même façon. La seule OK. chose que je pense qui pourrait améliorer l'expérience beaucoup des épiceries en ligne, c'est d'être innovant au niveau de, tu sais, il y a 30 000 produits à peu près dans un site de e-com alimentaire. Es-tu capable de réduire cette est-ce que tu peux personnaliser, par exemple, l'inventaire de produits pour le consommateur? Si, par exemple, toi, tu me dis, moi, là, regarde, c'est pas compliqué, là, j'en achète pas de liqueur. Ouais. Est-ce que ça peut sortir? Tu sais? C'est plus à ce niveau-là. Je pense que la personnalisation avec l'intelligence artificielle va aider beaucoup tantôt Parce qu'à un l'expérience. moment donné, c'est une game de volume d'informations, de volume de consommateurs, puis de volume de SKU. Tu dois tout processer ça ensemble. Tu as besoin d'une machine pour faire ça pour être optimal. Fait que prends IGA, 273 magasins ou 275 magasins qui offrent l'épicerie en ligne, 30 000 items par magasin avec tous des inventaires un peu différents. Parce que des choix de marchands et compagnie. Là. Oui, puis parce qu'à cause des régions, c'est pas toutes les régions qui mangent les mêmes produits. Tu sais, on parlait des produits locaux. Les marchands achètent des produits locaux, fait qu'ils ont des produits locaux sur le site que d'autres marchands n'ont pas. Fait que ça te demande un assortiment différent par magasin. Fait que ça te demande quand même une machine assez puissante. Là. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Il y avait aussi, je serais curieux de, tu sais, on parlait du 1,5%, tu parlais des Ouais. boutons que tu avais parce que tu avais trop travaillé pour essayer de convaincre d'avoir des budgets, J'ai pas vu que dit c'était ça, là. juste. J'ai juste dit que j'avais des boutons. C'est vrai que tu as juste dit ça, mais c'était tout de suite après que j'avais parlé, t'avais-tu la difficulté à avoir des budgets, fait que je me suis permis d'amalgamer les deux Mhm. informations. Mais est-ce que tu penses qu'après cette situation-là, on va avoir un peu plus de prise de risque dans ce secteur-là ou on va être encore en train ou le monde de digital vont être encore en train de quémander des miettes à leurs dirigeants pour avoir des budgets? Ben, je pense que ça va changer de façon progressive. C'est certain que ce qui se passe là euh, crée une espèce de panique interne qui va se résorber un peu avec la fin de la crise, mais qui va laisser sûrement des cicatrices. Tu sais, ce que je vois, puis je parle pas juste d'IGA, là, ce que je vois dans la plupart des méga entreprises, c'est que le service de e-commerce est une PME à l'intérieur de la grosse entreprise. Ouais. Elle n'est pas vraiment en symbiose avec le reste. Puis ça, c'est ça, je pense, qui va changer tranquillement, pas vite. Là. OK. Il y a une discussion qui est, je pense, créée par mon ami Rachel Hood Simard qui dit est-ce que justement les programmes de fidélisation bien implantés à la Métro et moi, pour ne pas les nommer, Ouais. sont une occasion d'être justement meilleur en intelligence d'affaires puis de faire ce shift-là peut-être plus rapidement? Ben, en fait, c'est certain que le programme de fidélisation, le programme de récompense comme Air Miles chez IGA ou celui que chez Provigo, c'est une source d'information qui est super importante pour la personnalisation par la suite puis aider beaucoup de consommateurs. Moi, je te dirais, puis ça, c'est juste un aparté, c'est à mon avis, les programmes de fidélisation tels qu'on les connaît en ce moment sont des vieux modèles. Euh, il ne fidélise que la transaction. Il ne fidélise que la transactionnelle. Et quand on est maintenant dans une ère d'engagement, je pense que les programmes vont falloir qu'ils sortent du milieu transactionnel pour aller plus en mode engagement. Par exemple, d'être un ambassadeur de métro, par exemple, sur son site Internet Ça et vaut quelque de chose. exactement d'être reconnu comme un ambassadeur, d'être quelqu'un de plus que le client, par exemple, qui va en magasin, qui achète seulement des spéciaux semaine après semaine. C'est un client fidèle, mais c'est pas un ambassadeur de la marque. Mais je veux dire, sur la transaction, à partir du moment que tu as la transaction puis tu as tout le data, il me semble qu'il y a quand même une valeur là-dedans pour mieux personnaliser et Ah compagnie. oui, oui, oui. Parce que tu peux attacher justement le data transactionnel offline avec le online. C'est pas quand même un. Est-ce que tu penses que c'est pas une. Parce que tu parlais de Air Miles. Oui. Air Miles, ça reste une entreprise tierce. On est quand même tu sais, la propriété des données clients qu'un métro peut avoir versus un IGA avec un Air Miles, c'est pas un. C'est semblable.
C'est semblable. Oui, c'est semblable. Ça doit être un tiers, c'est semblable. Ce que je veux dire. Mais ceci étant dit, tu sais, je parlais tantôt Je des pense que c'est un 30. petit parti pris, peut-être, là. Ça Non, se non, non, peut-tu? non, non. Non? Non, c'est semblable, c'est que t'as le choix de gérer toi-même ton data ou de le gérer avec un tiers parti. Euh, Si IGA est allé dans le temps avec Hermès, c'est parce que c'est une coalition Oui. Il y a des de marchands. avantages à être avec les autres. Exactement. Fait que c'est un choix plutôt parce que à une certaine époque, Sobase avait un programme comme Métro et moi dans l'Ouest, par exemple, et dans Ouais. l'Est. Et à un moment donné, ils ont décidé de migrer vers Hermès. Fait que c'est une décision. Mais c'est certain que c'est un avantage, mais en contrepartie, il faut le dire, c'est énormément de data. Parce que, tu sais, comme je Ça te te prend disais, la capacité de l'ingénierer, ce data-là, puis de le processer, puis de l'analyser, puis d'agir dessus après, là. exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis un pro vendeur je parle pas de big data, je parle de smart data. C'est comment aller chercher le data vraiment qui fait une différence au niveau de ton client plutôt que de travailler ta masse de data qui, de toute façon, devient trop lourde à gérer. On avait une question sur Amazon, puis je pense que ça va être une des dernières questions, là, à moins qu'il y Oui. ait une autre question existante qui arrive. Amazon, est-ce que tu penses que ça pourrait être une menace? Est-ce que ça pourrait être un allié pour certains joueurs dans l'écosystème à Euh, cause de leur force logistique puis leur force leur force ben, de frappe au niveau logistique? en fait, Amazon a essayé, il y avait Amazon Fresh à un moment donné qui ont fait, Ouais. qui était une épicerie en ligne. Et il avait créé ça principalement pour se créer une force de livraison. Parce que la, la force de livrer de l'épicerie, c'est que ça te crée un volume récurrent. Donc, si tu veux mettre en place un système de livraison régional, si tu vas chercher de l'épicerie, tu te crées une masse critique. Après ça, Amazon, ce qu'ils voulaient, c'est amener. Fait que pour eux autres, ils voyaient pas ça comme une initiative rentable, ils voyaient ça comme une initiative pour mettre en place un programme de livraison. La seule OK. chose, ils sont heurtés à la difficulté du frais. Fait qu'ils sont retournés, je te dirais, plus en mode épicerie sèche, là, entre parenthèses, Ouais. même s'ils ont acheté Whole Food. Mais ceci étant dit, Amazon tire de partout. Ils ont des liquidités pour savoir quoi faire. Et ça Tu sera penses toujours. est-ce que tu verrais une éventuelle coalition entre un grand joueur de l'épicerie canadien avec Amazon éventuellement, au lieu que ce soit des ennemis, ça pourrait devenir des alliés? En fait, je suppose que tu dois aller sur Amazon toi-même. Ça m'arrive parfois, oui. Bon, si tu vas voir une épicerie en ligne et Amazon, l'expérience client chez Amazon pour faire une épicerie, là, c'est vraiment pas optimal, là. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il avait fait Amazon Fresh, il avait fait une épicerie vraiment à part. La deuxième chose, puis je veux pas parler contre Amazon, mais c'est quand j'ai vu moi des compagnies comme Nike, des compagnies comme Ikea se retirer d'Amazon, c'est parce qu'il y a des grosses entreprises qui se sont rendues compte que pour Amazon, le brand n'était pas nécessairement important. Puis ces compagnies-là carburent à faire vivre leur brand aussi, là. Fait que je serais surpris. Je pense qu'il y aurait possibilité. La force d'Amazon qu'il pourrait faire, c'est faire, je te dirais, fédérer différents manufacturiers pour Ouais. créer un circuit parallèle. Mais j'aurais de la misère à voir un joueur aller directement sur Amazon. OK. Ben écoute, 5h48, il fait beau dehors. Je pense que Ouais. moi, j'ai fini ma bière. Je sais pas toi, là, mais moi, c'est pas mal la Moi, je me dernière suis gorgée. ouvert un 2 litres, fait que j'ai pas pris de Ah, chance. t'es correct? OK, du vin, du bon vin là, que tu ouvert, là. Ouais, c'est ça. OK. Du vin d'épicerie. Ben écoute, je pense on va procéder à notre fin de semaine. Donc, Ouais, écoute, vraiment, Alain, merci d'avoir pris le temps avec nous. C'était vraiment intéressant. ça fait Ça plaisir. paraît que tu as passé quelques années là-dedans. Donc, Ouais, quelques mois. et d'ailleurs, merci. C'était le fun. On a travaillé ensemble d'ailleurs pendant quelques années. Ouais. Fait que merci pour ça, puis merci pour d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Fait qu'il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de semaine, puis te dire à bientôt. Ouais. As-tu un dernier mot, peut-être un mot de la fin de ton côté? En fait, je reprendrai le mot de M. Fitzgibbon, effectivement, encourager local. Puis, je voudrais juste dire que pour moi, local, c'est pas nécessairement le produit local. En ce moment, le problème des détaillants, c'est que les détaillants qui sont fermés, puis je parle pas d'alimentation,
C'est que c'est des gens qui engagent du personnel au Québec, qui engagent vos voisins, etc. Fait qu'il n'y a pas de mal d'acheter à un joueur qui est québécois, de propriété québécoise, mais qui vend des produits étrangers. Ouais. Ben, donc, ça veut dire produit local, détaillant local, c'est aussi important que le produit, dans le fond. Ben non, c'est-à-dire que le produit, je veux dire, par exemple, si tu encourages ton petit marchand de quartier qui, lui, vend de l'électronique, ben, il y a de bonnes chances que son électronique soit pas faite au Québec. Non, ben c'est ça. Mais il faut que tu L'importance du l'encourages quand même. détaillant autant que du produit. Exact. C'est ça. C'est exactement On dit ça. la même affaire. Parfait. Merci, Alain. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de Sors semaine à tout le monde. dehors, prends soin de toi, porte-toi bien. Certainement. Puis merci encore d'avoir partagé avec nous. À la prochaine. Salut. Bye.